Ouais, ah, c'est foutu pour nous. Si Bachar est tombé, ça veut dire que l'AES va tomber. Mais il faut d'abord connaître ce qui se passe en Syrie. Il faut savoir ce qui se passe en Syrie. Et vous demandez quels sont les régimes africains qui sont les photocopies de celui de Bachar el-Assad. Et c'est à partir de là que vous pouvez établir une comparaison raisonnable. De l'autre côté, mais c'est pas parce que c'est arrivé à quelqu'un là-bas que ça va t'arriver. Essaye d'abord de voir si la situation de ce quelqu'un ressemble à la tienne. Donc, une fois qu'on a pris ces deux précautions, on peut entrer plus loin dans l'analyse de ce qui se passe. Le régime de M. Bachar al-Assad vient de tomber en Syrie. Après quelques jours d'avancée très rapide, il faut le dire, un groupe de rebelles s'est finalement accaparé de plusieurs villes stratégiques et dans plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut même le voir au palais présidentiel. Un palais présidentiel qui était dorénavant vide parce que, d'après plusieurs informations, des sources concordantes, M. Bachar al-Assad s'était déjà réfugié dans un pays allié à la Syrie. Plusieurs questions qu'on doit se poser en tant qu'Africains concernant la chute de M. Bachar al-Assad, sachant que depuis le début de cette guerre en Syrie, ils avaient pour allié principal la Russie et l'Iran, et que quand on fait la comparaison dans les pays africains, précisément dans les pays de la Confédération de l'Alliance du Sahel, qu'ils ont pour allié principal la Russie et quelque part l'Iran, et qui ont mis toutes les bases militaires françaises dehors, est-ce que cette Russie, si elle a échoué en Syrie, pourra les apporter secours ou bien pourra les aider à se défendre contre ce terrorisme qui est réellement en avancée dans cette région du Sahel? Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre tout cela à travers les analyses et les explications du Dr Franklin Nyamsi, parce que on va finalement comprendre que ce problème qui se vit en Syrie est tout différent du problème africain, du problème qui se vit dans les États du Sahel. Pour mieux comprendre tout cela, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La deuxième aptitude que j'ai observée sur les réseaux sociaux africains et que nous devons combattre, et qui s'est manifestée fortement à la suite des événements syriens, c'est une espèce de désolation, de pessimisme et même de défaitisme, de fatalisme qui se sont emparés de certains de nos frères et sœurs, s'exprimant sur les réseaux sociaux. Pour eux, la chute de Bachar el-Assad, qui n'est pas un événement positif, en effet, signifie la fragilisation de l'Afrique. D'autant plus que les alliés traditionnels supposés du régime de Bachar el-Assad sont les alliés des principales révolutions africaines contemporaines. J'ai lu les commentaires de plusieurs de mes frères et sœurs africains déçus. Certains même au bord de la panique. Certains complètement découragés. J'ai entendu, oh, mais pourquoi est-ce qu'il a été lâché par la Russie? Pourquoi est-ce qu'il a été lâché par l'Iran? Pourquoi est-ce qu'il a été lâché par la Chine? Pourquoi est-ce qu'il a été lâché? Alors ça veut dire que ça peut nous arriver. Cette seconde réaction, elle aussi, est déplacée. Cette réaction est déplacée parce qu'elle n'est pas basée sur une analyse des événements qui se sont déroulés à l'intérieur du système politique syrien. Car en fait, il faut déjà comprendre s'il a été lâché, pourquoi il a été lâché. Et c'est en approfondissant les raisons pour lesquelles Bachar el-Assad tombe que nous pourrons mieux nous prémunir. Et donc, il faut, ici encore, souligner que ceux qui ont opéré une analogie, une ressemblance, une correspondance rapide entre la situation syrienne et la situation africaine n'ont pas pris le temps d'analyser le problème syrien. Et la nature du régime qui vient de tomber. Parce que ce n'est pas n'importe quel régime qui vient de tomber. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord en Syrie? Avant de nous émouvoir de la chute de Bachar el-Assad, ce qui se passe en Syrie, c'est qu'il y a un régime qui est au pouvoir, globalement, depuis 1970. Le père du président syrien déchu, Bachar el-Assad, s'appelait Hafez el-Assad. Il était dans l'appareil d'État du parti Baas en Syrie depuis les années 60. Il a fait un coup d'État en 1970. Il s'est installé au pouvoir jusqu'à sa mort en 2000. Vous calculez de 1970 à 2000. Ça fait combien d'années? 70 à 2000. Ça fait 30 ans. 30 ans de pouvoir de Hafez el-Assad. Hafez el-Assad meurt. Qui succède à Hafez el-Assad? En utilisant toujours la logique, c'est son propre fils, Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est au pouvoir. Non, Hafez n'était pas au pouvoir en 1960. Il était l'un des pontes du pouvoir, d'accord? Mais il fait une succession de coups d'État et il finit par s'installer comme
chef de l'État, président de la Syrie, à partir globalement de 1960. Donc on peut considérer que lui, il a exercé le pouvoir en tant que tel de 1970 pratiquement jusqu'en 2000 à sa mort. 70-2000, ça fait bien 30 ans, non? Ça fait 30 ans. Alors, son fils, Bachar, il prend le pouvoir en 2000. Il vient de quitter la capitale Damas en avion pour se rendre dans un pays allié et y trouver refuge. En 2024, ça fait combien d'années? Ça fait 24 ans. 24 ans à la tête du pays. Donc quand vous prenez son père, 30 ans, et lui, 24 ans, ça fait combien d'années pour une seule famille? Ça fait 54 ans. Une famille à la tête d'un pays. Alors, je pose la question aux Africaines et aux Africains. Est-ce que c'est ce modèle de régime politique que nous voulons? D'abord, commençons par ça. Quand des gens prennent le pouvoir par la force et ils se succèdent par la force à la tête d'un pays pendant 54 ans, est-ce que nous, Africains, on doit pleurer quand ils perdent le pouvoir? Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on doit pleurer quand ils perdent le pouvoir? Je m'adresse à tous mes frères et sœurs qui étaient en train de crier. Oh, le pauvre Bachar, il est tombé. Mais si quelqu'un qui a fait 27 ans, 24 ans à la tête de son père a fait 30 ans, s'il perd le pouvoir, nous les Africains, nous sommes en train de nous battre pour que ça ne se passe pas comme ça chez nous. Nous ne voulons pas qu'au Cameroun, après Paul Biya, ce soit Franck Biya. Oui ou non? Nous ne voulons pas d'une monarchie au Cameroun. Nous ne voulons pas qu'en Guinée équatoriale, après Obiangema Bazogo, ce soit Théodorino. Oui ou non? Nous ne voulons pas qu'au Gabon, après Omar, ce soit Ali, après Ali, ce soit Noureddine. Oui ou non? Est-ce que nous voulons ça? Nous ne voulons pas. Voilà d'abord la nature du régime. Et les Africains sont en train de crier. Est-ce que nous sommes d'accord qu'au Togo, après Gnassingbé et Yadema, ça soit Fort Gnassingbé? Après Fort Gnassingbé, ça soit le fils de Fort Gnassingbé? Est-ce que nous voulons ça? Est-ce que nous, Africains, on veut ça? Réponse non. Donc, nous, on ne peut pas se plaindre quand quelqu'un qui a obtenu le pouvoir par son père perd le pouvoir. Sinon, ça ne sert à rien que nous nous battions contre les monarchies présidentielles qui nous ont été imposées là. Ça ne sert à rien que nous nous battions contre les monarchies présidentielles qui nous ont été imposées. Est-ce que nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, après Alassane Draman Ouattara, ce soit son petit frère, Téné Birahima? Après Téné Birahima, je ne sais pas, un autre Ouattara sorte encore. C'est ce que nous voulons? Non. Mais est-ce que nous voulons donc ça en Syrie? Est-ce que le fait qu'en Syrie, là, il fasse 54 ans, une seule famille qui commande là, nous, Africains, là, ça nous intéresse en quoi? Est-ce que c'est notre avantage? Alors, vous prenez des exemples comme la Chine ou la Russie. Mais en Chine ou en Russie, ce n'est pas le pouvoir héréditaire. Vladimir Poutine qui est là, n'a pas reçu le pouvoir de son père. Le président chinois qui est là, Xi Jinping, il n'a pas reçu le pouvoir de son père. C'est pas le père de Xi Jinping qui était au pouvoir avant lui. Hu Jintao n'est pas le papa de Xi Jinping. D'accord? Donc déjà les Africains, mais il faut qu'on se calme et qu'on sache ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des dynasties à la Bachar el-Assad chez nous? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Alors ça c'est d'abord le premier point. Donc en fait, déjà il faut savoir que le régime Assad est tombé en raison de sa propre nature. C'est un régime héréditaire. Il s'agit par conséquent d'un régime qui, depuis sa naissance, d'un déficit de légitimité. C'est un régime qui souffrait, depuis sa naissance, d'un déficit de légitimité. C'est-à-dire que c'est un régime qui n'a jamais pu pleinement recevoir, l'assentiment de son peuple. Le régime là est tombé parce que c'est la nature de ce type de régime. C'est-à-dire, même sans les terroristes qui les ont attaqués, ils allaient tomber. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réussi à convaincre de manière rationnelle, sans la violence, sans la peur, sans l'intimidation. Ils n'ont jamais réussi à convaincre le peuple syrien qu'ils étaient à son service. Voilà le vice profond du régime. Et quand vous regardez la manière dont le régime est tombé, vous vous rendrez compte que Bachar tombe pour une deuxième raison. Mais la deuxième raison, c'est que l'armée globalement a refusé de... L'armée a refusé de combattre. L'une des forces des pays africains qui ont signé une alliance militaire avec la Russie, c'est parce qu'ils ont le soutien de leur population. Ils ont le soutien des militaires, raison pour laquelle ils parviennent à chaque fois à échapper à des tentatives de déstabilisation. Il y a plusieurs vidéos qu'on a publiées sur cette chaîne où des tentatives de déstabilisation qui visaient soit le Mali, le Burkina ou bien le Niger ont été déjoués parce que non seulement la population est à leur côté et grâce à cette population, les informations sont remontées par les militaires jusqu'à l'hierarchie.
Et quand c'est comme ça, ils parviennent à chaque fois à échapper à des tentatives de déstabilisation. Et quand on voit le côté syrien, on se rend compte que ces derniers temps, que l'armée même n'était plus fidèle à M. Bachar al-Assad. Et que aujourd'hui matin, le Premier ministre lui-même, il a fait un discours pour dire qu'il est prêt à travailler avec les gens qui sont en train de faire ce coup d'État ou bien qui sont en train de chercher M. Bachar al-Assad. Si on voit que la population n'est pas derrière toi, je pense que c'est très difficile de tenir un combat. L'armée syrienne là, a refusé de combattre. Ils ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de risquer leur vie pour quelqu'un qui a reçu le pouvoir de son père. Son père a fait 30 ans, lui il a fait 24 ans. Les commandants principaux de l'armée syrienne ont estimé que Bachar el-Assad tombe parce que son armée a refusé de... Ça, c'est la deuxième raison. Et ça s'applique à la situation africaine. Est-ce que vous n'avez pas vu comment Mobutu est tombé? Quand Mobutu devait tomber, est-ce que l'armée zaïroise était prête à mourir pour... Vous avez déjà vu un dictateur pour qui l'armée est prête à mourir? Quand c'est fini et qu'il y a une force suffisante qui avance contre le régime sans légitimité, quand il y a une force suffisante qui avance contre lui, qu'est-ce qu'on observe? L'armée se disloque. Bachar el-Assad n'est pas tombé parce que les rebelles étaient trop forts, mais parce que l'armée, les principaux commandants de l'armée, n'ont pas fait leur travail. Ils ont estimé que mourir pour Bachar el-Assad, ils ont estimé qu'ils ont consenti trop de sacrifices pour le maintien au pouvoir d'une famille qui n'a jamais acquis la légitimité pleine d'exercer le pouvoir. La chute de Bachar el-Assad, c'est d'abord le lâchage de sa propre armée. Mais c'est le commandant en chef de l'armée syrienne qui est allé à la télévision dire qu'eux, ils attendent ce qui arrive pour s'organiser et exercer le pouvoir ensemble. C'est le premier ministre de Bachar el-Assad en personne qui est allé à la télévision pour dire que vraiment, ça sert à rien de faire couler du sang, que leurs frères là qu'ils viennent, on va s'entendre et puis ils vont gérer la Syrie. Donc, deuxième leçon, un régime sans légitimité politique suffisante finit par tomber parce qu'il est lâché par ses propres forces. Bachar n'est pas tombé parce qu'il aurait été lâché par la Russie, non. Mais quand ton armée ne veut pas combattre, tes alliés ne peuvent pas te défendre. Quand ton armée, toi-même là, ton chef d'état-major ne veut pas combattre, il est assis dans la base militaire là-bas, désormais il se protège de toi grâce aux militaires. Et tu lui dis, mais c'est comment? Défends la capitale, il dit non. Président, c'est mieux que tu partes. On n'est pas prêt à mourir ici. Quand ton armée n'est pas prête à combattre, tu restes là pourquoi? Bachar el-Assad a bien compris. Mais c'est la situation de Blaise Compaoré en 2014. Mais Blaise Compaoré est tombé parce qu'il a bien vu que son armée là n'était pas prête à combattre. Il y avait un dernier carré de fidèles au palais présidentiel qui peut-être aurait été prêt à aller jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, ils auraient été zigouillés parce que le gros de l'armée l'avait lâché. Compaoré quitte le pouvoir comme Bachar el-Assad parce que son armée l'a lâché. Les commandants en chef de l'armée burkinabé avaient lâché Blaise Compaoré. Donc quand tu prends ton téléphone, toi là, tu prends ton téléphone, tu appelles un tel, il ne répond pas bien. Ou il répond lentement. Hein, tu sens dans sa voix que vraiment tu le déranges. Il y en a même qui avaient déjà jeté leur téléphone. Il y en a qui avaient jeté leur téléphone. Ils ne répondaient plus. Tu appelles, il ne décroche pas. Tu appelles tel, il ne décroche pas. Mais en fait, tu sens que tu es débranché. Non, attention, Africain. Bachar el-Assad tombe parce qu'il est lâché par son armée. Son armée a décidé de négocier avec les terroristes. Son armée a décidé de négocier un arrangement pour exercer le pouvoir avec eux. Même le chef du gouvernement, le Premier ministre, il a préféré négocier avec les terroristes que de défendre son patron. Donc, voilà la deuxième raison. Et la deuxième raison est en rapport avec la première. C'est que le peuple syrien estime qu'il a assez donné à la famille el-Assad. 30 ans du père, 24 ans du fils, c'est trop. Vous avez entendu? Et ça, les Africains vivent cette expérience et savent ce que ça veut dire. Passons à la troisième raison. La troisième raison pour laquelle Bachar el-Assad tombe, mais c'est que, selon les informations qui nous viennent à gauche et à droite, à un moment donné, lui aussi voulait manipuler certains groupes terroristes. C'est-à-dire que la Turquie, l'OTAN en général, ont financé et armé les terroristes depuis très longtemps pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Mais à un moment donné, le régime de Bachar el-Assad, lui aussi a voulu financer le terrorisme. C'est-à-dire, en fait, que lui aussi avait ces terroristes qui, au nom de l'islam, compris d'une manière bien sûr tordue, exerçaient la terreur la plus aveugle. L'OTAN avait ses terroristes, Bachar avait les siens. Pourquoi? Parce que Bachar n'avait pas réussi à obtenir
la pleine participation du peuple syrien. C'est la troisième raison. Il a utilisé les méthodes de ses adversaires. Ses adversaires ont manipulé l'islam, lui aussi s'est mis à manipuler l'islam. Ses adversaires bénéficiaient du soutien des puissances de l'OTAN. Lui aussi s'est mis à chercher le soutien de certaines puissances de l'OTAN. Dans ces conditions, ses alliés traditionnels, la Russie et consorts, n'étaient plus à l'aise pour... Une fois qu'ils se sont rendus compte que lui, il essayait, pour ainsi dire, d'être soutenu par tout le monde. Qu'il essayait, par exemple, d'obtenir des Anglais, des Américains, des Français, qu'ils le soutiennent, en même temps qu'il comptait sur la Russie pour protéger son régime. Mais la Russie a regardé aussi le fait que la population ne le soutient pas, le fait que l'armée ne combat pas sérieusement. Pourquoi voulez-vous que l'armée russe essaye de défendre un pouvoir qui n'est pas populaire, essaye de défendre un pouvoir qui a été lâché par son armée et son gouvernement? Si ton armée est déterminée à combattre avec toi, mais tes alliés ont de bonnes raisons de t'aider. Mais quand on voit des pans entiers de ton armée qui font défection, certains rejoignent même l'ennemi. Quand on se rend compte que toi, tu as cherché le soutien des parrains de l'ennemi, dans le dos de tes alliés, pourquoi veux-tu qu'on prenne tous les risques pour te défendre? Ça ne sert à rien. Tu as perdu, en fait, tu as perdu le contrôle. Tu as perdu le contrôle de la situation. Et ça, c'est la troisième raison. C'est l'ambiguïté des méthodes du régime de Bachar el-Assad lui-même. Le fait que lui-même a eu recours aux groupes terroristes qui instrumentalisent l'islam pour tuer, semer la terreur. Exactement comme l'OTAN instrumentalise les groupes terroristes pour tuer et semer la terreur. Exactement comme aujourd'hui, le pouvoir turc de Erdogan instrumentalise les terroristes pour semer la terreur en Syrie. Tout ceci ayant pour but le contrôle des richesses gazières et pétrolières extraordinaires de la Syrie. Vous avez compris? D'où, nous, Africains, on peut en tirer une troisième leçon. C'est que nous devons redoubler de cohérence. Nous devons redoubler de sérieux et de rigueur dans nos alliances. Une alliance suppose la fidélité à ses engagements. Une alliance suppose une capacité d'être loyal à ses... Une alliance suppose qu'on ne cherche pas à ruser et à tromper ses alliés. On revient toujours à cette vérité qui est la base des relations humaines les plus solides. Ça, c'est une leçon. Vous ne pouvez pas être d'un côté engagé avec le monde multipolaire, donc la Russie, l'Iran, etc. Et puis de l'autre côté, essayez de vous engager avec ceux qui combattent l'Iran et la Russie. Si vous le faites, quand vous serez en difficulté, ne comptez pas sur l'Iran et la Russie. Vous comprenez? Beaucoup croient qu'être malin, c'est avoir, pour ainsi dire, des amis partout. C'est-à-dire, pour ainsi dire, être l'ami de tout le monde. La diplomatie qui consiste à être l'ami de tout le monde, c'est elle qui conduit à des fins catastrophiques comme celle de Bachar. Vous ne pouvez pas dans ce monde être l'ami de... Vous ne pouvez pas. Avant de terminer cette vidéo, il faut comprendre que quand on circule sur les réseaux sociaux, bien sûr, il y a des commentaires qui attirent notre attention concernant la chute du régime de M. Bachar al-Assad. Et selon ces commentaires, ils sont en train un peu d'ironiser les pays membres de l'AES, soi-disant que eux, ils sont en train de chercher les bases militaires françaises qui les ont sauvés et qu'ils disent que la Russie est un bon allié et avec la Russie qu'ils vont gagner ce terrorisme et qu'ils vont établir une intégrité territoriale, pourquoi ne pas dire une indépendance totale de cette zone du Sahel ou bien de leurs pays respectifs. Je pense que c'est ces commentaires-là qui ont poussé le docteur Franklin Nyamsi à faire cette vidéo pour éclairer notre lanterne. Mais aussi, c'est ça qui m'a poussé réellement à m'asseoir aujourd'hui derrière cette caméra. Il faut comprendre que les situations ne sont pas les mêmes et on a compris à travers les explications de Dr Franklin Nyamsi que l'armée syrienne n'était plus derrière M. Bachar al-Assad et que M. Bachar al-Assad, vers la fin, il voulait jouer à toutes les tables. Il voulait faire des coopérations soit avec les rebelles eux-mêmes, avec les islamistes, avec les séparatistes, je ne sais pas quel nom je vais donner, mais qu'il voulait s'asseoir ou bien s'allier avec plusieurs personnes. Quand on voit aussi comment est-ce que tout ça s'est rapidement évolué, on s'est dit que réellement, c'est à voir. Parce que cette avancée des rebelles a été réellement rapide. Et du coup, son premier ministre a fait un discours où il était en train de dire que lui, il n'est pas sorti du pays, qu'il est toujours en Syrie et qu'il est prêt à recevoir, à faire, voilà, passer les organes étatiques aux nouveaux dirigeants de la Syrie. Et tout ça, ça nous donne à réfléchir.
On comprend que le côté africain, le peuple est non seulement derrière ses dirigeants de l'AES, et c'est le peuple même qui travaille avec ses militaires. Donc, il serait très difficile pour que des choses comme ça puissent y arriver. Si les choses-là vont arriver, c'est parce que c'est le peuple elle-même qui a décidé et que ces dirigeants qui sont là ne font plus l'affaire du peuple. Sur ce, mes frères, n'hésitez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant, voilà, la chute de monsieur Bachar al-Assad. Est-ce que c'est la Russie qui a échoué ou bien les militaires ou bien la population voulaient coûte que coûte de la chute de monsieur Bachar al-Assad? On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.